Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler d'un événement de sécurité qui s'est déroulé à Bordeaux le 31 décembre 2022 et qui a fait grand bruit dans la presse suite à la parution du rapport du BEA. Alors avant de parler de ce rapport à proprement dit, je tiens à dire qu'il s'agit ici d'une analyse personnelle de cet événement dont le but n'est pas de créer de polémique, mais de vous amener à prendre du recul pour mieux comprendre le métier de contrôleur et certaines divergences de point de vue que j'ai pu avoir en lisant cette étude du BEA. Alors, on va d'abord retracer le contexte de cet incident. On a un contrôleur qui travaille en position regroupée sur 4 secteurs à Bordeaux. Sol, lock, approche et SIV. J'expliquerai cela un peu plus tard en détail. Un DR400 est aligné sur la piste et doit attendre 2 minutes pour respecter la turbulence de sillage. Dans le même temps, un Airbus d'EasyJet est en finale, mais le contrôleur prévoit de faire décoller le DR400 avant, puisqu'il a évalué qu'il avait le temps de le faire partir avant. Pendant que le DR400 attend, le contrôleur se retrouve brutalement à devoir faire des informations à des avions VFR dans le SIV. Et quand il revient à l'Airbus, il l'autorise à l'atterrissage, oubliant que le DR400 est sur la piste. Le pilote du DR400 entend que le contrôleur autorise un avion à se poser sur la piste et intervient sur la fréquence. Le contrôleur, se rendant compte de son erreur, fait remettre les gaz à l'Airbus. Il est ensuite relevé de sa position par le chef tour qui agissait comme assistant jusque-là, pendant que notre contrôleur prend le SIV qui était immédiatement dégroupé. Donc ça, c'est pour le contexte simple. Qu'en est-il ressorti de cet événement ? Alors, le contrôle aérien et notamment le chef tour sont directement pointés du doigt et notamment sur l'absence d'un certain nombre de contrôleurs. Pour le BEA, c'est une dérive par rapport aux consignes susceptibles d'affecter la sécurité aérienne. Alors soyons clairs, ce n'est pas un point que je vais remettre en question dans cette vidéo. Toutefois, il y a des points que j'estime ne pas avoir été suffisamment creusés par le BEA. Un peu comme dans la vidéo que j'avais publiée il y a 2 ans sur l'Air France 447. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez la retrouver dans ma playlist Accident aérien dans ma chaîne YouTube. Le regroupement des fréquences. Alors, quand on lit certains passages du rapport, on a le sentiment que cette pratique de travail est une variable d'ajustement pour faire monter moins de contrôleurs au travail. En fait, pas du tout. Le travail en position regroupée est relativement répandu dans la plupart des tours de contrôle et même dans les centres de contrôle. Dans certaines circonstances, le niveau du trafic ne nécessite pas de séparer les fréquences et donc d'avoir plusieurs contrôleurs en charge de plusieurs fréquences. Un contrôleur peut alors travailler sur plusieurs postes simultanément en regroupant les fréquences sur ce même poste. Le critère n'est pas le nombre de contrôleurs présents, mais le trafic. Et ça ne sert pas d'outil stratégique, comme c'est dit, afin de permettre cette réduction des effectifs. On parlera de la réduction des effectifs un peu plus loin. Alors le rapport dénonce le regroupement comme étant une cause de l'incident. Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, la cause de l'incident n'est pas le regroupement, mais l'absence de dégroupement. Vous allez dire que je joue sur les mots. En fait, pas du tout. Quand on travaille en regroupé, cela nécessite une attention dispersée sur des situations très différentes à des endroits différents. Comme le dit le rapport du BEA, cela requiert de la disponibilité mentale. C'est un exercice dans lequel le contrôleur en poste sait qu'il peut être amené à dégrouper à tout moment. Et s'il le demande, il y aura toujours un contrôleur disponible pour le décharger dans un temps très court, en récupérant certaines fréquences afin de le décharger soit d'un trafic qui a augmenté brutalement, soit d'une situation particulière, ou alors pour le libérer d'une charge de travail pour se concentrer sur une situation particulière qu'il doit lui-même gérer. Tous les contrôleurs sont formés à déceler quand il est nécessaire de dégrouper. Mais comme vous allez le voir, cela n'est pas toujours si évident que ça. C'est personnellement un point qui m'avait posé pas mal de difficultés au cours de ma formation. Comme tout contrôleur,
j'ai été confronté à des situations où vous êtes en regroupé avec peu d'avions et où en quelques minutes et de manière totalement imprévisible, plusieurs avions vous appellent au point où vous saturez rapidement. Si vous ne comprenez pas la décision de dégrouper suffisamment tôt, vous vous retrouvez avec des pilotes qui occupent constamment la fréquence que vous devez gérer et vous n'avez plus la disponibilité mentale pour surveiller d'autres avions ailleurs et vous pouvez rater une situation d'urgence ailleurs. Exactement ce qui s'est passé à Bordeaux. Mais pire, quand vous êtes enfermé dans cette situation à essayer de tout bien faire, alors que vous êtes déjà surchargé, le dégroupement peut constituer une charge supplémentaire. Vous allez devoir expliquer un minimum au collègue qui va reprendre une des fréquences ce qu'il a comme trafic et les urgences qu'il va avoir à traiter immédiatement, puis faire des actions, notamment de retirer des fréquences sur votre poste. Et tout cela dans une situation extrêmement stressante où le moindre blanc sur la fréquence va être l'occasion pour un pilote de vous appeler. Et croyez-moi, cela peut aller très vite. Il m'est d'ailleurs arrivé de commencer avec un seul avion en fréquence et en l'espace de 10-15 minutes, d'en avoir partout. Et quand la séance était terminée, l'instructeur m'avait demandé si j'avais vu combien il y avait d'avions. J'étais tellement absorbé et tellement dans le jus que je n'avais même pas pu voir combien il y en avait. Il m'a indiqué qu'il en avait compté 12. Alors pourquoi je parle de cet exemple que j'ai vécu ? Pour que vous puissiez comprendre et vous rendre compte que cela peut aller très vite, très fort, et redescendre tout aussi vite que c'est arrivé. Mais aussi pour insister sur un point qui est pourtant évoqué dans le témoignage d'un des contrôleurs dans le rapport du BEA et qui n'a pas été suffisamment pris en compte par le BEA. C'est l'imprévisibilité du trafic VFR. Selon le rapport, ce paramètre du trafic VFR n'a pas suffisamment été pris à la mesure de ce qu'il a représenté dans cet événement. Pourtant, voici ce que dit la contrôleuse interrogée dans le rapport du BEA. Elle indique qu'autant les CRNA qui gèrent les avions en haute altitude peuvent s'appuyer sur des prévisions de trafic plutôt fiables pour anticiper les dégroupements, autant les approches ne le peuvent pas car les vols VFR sont imprévisibles car non soumis à plan de vol. Et ça, c'est une difficulté que le BEA n'a pas suffisamment identifiée dans cette enquête, en n'y accordant que très peu d'attention. Pourtant, c'est la cause de la surcharge mentale du contrôleur en poste. L'imprévisibilité du trafic VFR n'est pas la seule difficulté. Il y a aussi le fait que l'on ait affaire à des pilotes qui ne sont pas des professionnels, dont certains doivent réaliser parfois un vol par mois, voire un vol tous les 3 mois, qui ne sont pas aussi disciplinés à la radio. On a donc des messages qui sont longs, pas toujours synthétiques, et qui vont représenter un temps d'occupation de fréquence bien plus long et très chronophage. Et comme ce ne seront pas des messages standardisés comme des pilotes IFR qui sont des pilotes professionnels, cela va nécessiter une attention encore plus importante de la part du contrôleur et le détourner ainsi plus facilement d'autres priorités. Exactement ce que l'on observe dans le schéma très intéressant de l'occupation de fréquence que l'on a ici dans le rapport, où l'on voit l'occupation de fréquence au cours de la finale de l'Airbus, et on voit justement ces occupations de fréquence en blanc. Alors on pourrait penser que les zones rouges représentent du temps que le contrôleur aurait pu mettre à profit pour revenir à son trafic sur la piste. Mais les choses ne sont pas si simples. Pendant qu'on ne parle pas, on peut très bien être en train d'écrire sur un strip ou de faire un point sur notre trafic ou être même interrompu dans notre schéma mental par un autre avion qui va nous appeler. Le temps d'occupation de fréquence qui est donné dans le rapport, 60%, peut paraître peu, et pourtant en pratique, c'est déjà beaucoup. Mais quand on est dedans, on ne s'en rend pas toujours compte. On perd parfois la notion du temps quand on se focalise sur certaines situations, d'autant plus quand vous devez faire des informations de trafic pour que certains avions se voient entre eux, ce que le contrôleur a dû justement avoir à faire à ce moment-là. Ajoutez à cela des pilotes qui vont vous faire répéter le message parce qu'ils ne comprennent pas ou qui n'écoutent pas toujours bien la fréquence et vous perdez encore plus de temps et d'énergie.
Et sur ce point, le rapport ne donne pas de transcription radio avec les heures des messages pour que l'on puisse s'en rendre compte. Alors que justement, c'est la cause de la surcharge du contrôleur. Le contrôleur aurait donc dû dégrouper à ce moment-là. Mais facile à dire quand on analyse l'événement tranquillement dans un bureau. Je ne vais pas lui jeter la pierre. Et comme on dit, quelqu'un qui ne fait jamais rien ne fait jamais d'erreur. Il a fait une erreur, que l'on verra plus loin, une deuxième erreur, et qui aussi est une autre cause de l'événement. Mais ces erreurs sont la conséquence d'une surcharge ponctuelle et non prévue. Et pour cause, le trafic VFR est de nature totalement imprévisible. On va parler maintenant de dégroupement excessif. Un autre argument qui est donné par la contrôleuse interrogée dans le rapport est le fait que des dégroupements excessifs entraînent une hypovigilance et que ce thème porte à discussion au sein de l'équipe. Il n'y a pas qu'à Bordeaux que ce thème fait débat. Oui, l'hypovigilance peut être tout aussi dangereuse que la surcharge du trafic. Combien d'événements ont eu lieu à la suite d'une grosse charge de trafic quand le trafic retombe et que le contrôleur baisse de vigilance ? En réalité, pas mal. C'est pourquoi le travail en regroupé permet de trouver un juste milieu entre trafic faible et trafic chargé, avec la possibilité de dégrouper si nécessaire. Donc elle n'a pas tort dans ce qu'elle dit. La question qu'on peut alors se poser, c'est quand faut-il dégrouper ? On pourrait alors penser qu'il suffirait de faire la liste des situations qui nécessiteraient de dégrouper. Dans le cas du trafic VFR, où placer la limite en termes de quantité de trafic ? C'est loin d'être aussi évident et aussi simple. Vous pouvez avoir 5 trafics VFR qui ne se croisent pas et ne vont occasionner aucune surcharge, alors qu'un seul VFR qui fait n'importe quoi, avec un pilote qui ne vous écoute pas, va vous demander une ressource de dingue. Les raisons d'un dégroupement ne sont pas toujours quantifiables. Certaines situations nécessitant une surveillance accrue vont requérir un dégroupement, qui va être généralement un dégroupement préventif. Et chaque terrain a ses propres particularités sur ce point. Mais cette appréciation reviendra toujours au contrôleur en position. Se sent-il suffisamment à l'aise pour gérer le trafic sereinement et en toute sécurité ? Bien, c'est lui seul qui doit le sentir. Même si le chef tour pose la question, c'est le contrôleur en poste qui décide. Sauf si le chef tour identifie que son contrôleur est déjà en surcharge. Et dans ce cas, le chef tour va imposer le dégroupement et va aider le contrôleur à faire ce dégroupement. C'est un travail d'équipe et on ne laisse jamais un collègue sous l'eau. Il y aura toujours un contrôleur à côté qui est en pause et qui laissera tomber sa pause parce que la sécurité est la priorité. Et c'est ce qu'a fait la contrôleuse justement ici, en prenant immédiatement en charge le SIV après l'incident et en déchargeant ainsi le contrôleur en poste. Quant au chef tour qui était assistant LOC à ce moment-là, il était le mieux à même de pouvoir reprendre le poste du contrôleur et c'est ce qu'il a fait. Donc la décision qu'il a prise, elle est la meilleure parce que c'est lui qui avait la meilleure conscience de la situation pour reprendre au pied levé cette situation. Dans son témoignage, le chef tour parle également qu'il était occupé sur Sigma pour générer des strips VFR. Plus loin, la contrôleuse précise que Sigma est archaïque au point où des contrôleurs préfèrent écrire les strips à la main et que cela a pu jouer un rôle sur l'attention que pouvait accorder le chef tour au contrôleur en poste. Je rappelle que le chef tour à ce moment-là était assistant LOC, il venait assister le contrôleur en poste. Oui, Sigma, qui est un système de gestion des plans de vol et d'édition de strips, est certes archaïque. Alors c'est pratique quand on a besoin de certaines infos, mais son ergonomie est dépassée, son architecture, oui, elle est archaïque. Imaginez-vous avoir un écran avec une image datant des années 90 en noir et blanc. C'est Sigma. Je n'ai aucun mal à croire ce qui est dit par les contrôleurs ici, et pour cause. J'ai personnellement vécu une expérience où Sigma a contribué à me faire échouer à une situation d'examen. Ce n'est pas la seule cause, mais c'en est une. Pendant que je préparais un strip pour un vol au sol, sur Sigma, avec un pilote qui m'indiquait ses intentions, j'ai manqué de vigilance et je n'ai pas remarqué un changement dans les conditions météo qui aurait dû me faire appliquer une méthode de travail différente entre deux avions. Verdict immédiat,
séance test arrêtée avec échec, pour cause de séparation radar non assurée entre deux avions. Alors bien sûr, Snigma n'est pas la cause, mais a contribué, et donc un facteur contributif, parce que son utilisation n'est pas ou n'est plus ergonomique de nos jours. Là encore, le BEA aurait pu se pencher sur ce sujet, peut-être pour pointer du doigt la nécessité de moderniser certains équipements. L'absence des contrôleurs comme étant présentée comme une cause de l'incident. Alors, toutes les recommandations se focalisent sur l'absence des contrôleurs pour expliquer que les postes ne pouvaient pas être dégroupés. Il y a également l'absence de report des heures, je ne rentre pas plus dans tous ces détails-là. Pourtant, ce n'est pas totalement exact. Quand il a fallu dégrouper, les contrôleurs présents, à savoir le chef tour et la contrôleuse, ont immédiatement dégroupé. Il y avait donc un nombre suffisant de contrôleurs pour faire face à cette situation. On se focalise sur les pratiques à faire monter des contrôleurs en décalé pour dire que c'était un facteur contributif de l'événement alors que ça n'est pas le cas. Oui, cela peut constituer un impact sur la sécurité et je comprends parfaitement ce que veut pointer du doigt le BEA en dénonçant des dérives potentielles. Le fait est que j'ai aussi connu cela quand j'étais contrôleur dans l'armée de l'air, où le chef avait toute latitude aussi pour adapter le nombre de contrôleurs à la charge de travail prévue. Donc parfois on pouvait monter plus tôt, on pouvait monter plus tard, ça pouvait varier. Autre point qui n'est pas totalement exact dans les explications du MANEX données par le BEA, il est régulièrement repris par les médias que la moitié des contrôleurs étaient présents. En fait, c'est plus subtil que ça. En fait, le MANEX, si je me fie à ce qui est écrit dans le rapport du BEA, parce que je ne connais pas le MANEX de Bordeaux, précise que l'effectif prévu est de 5 plus 1. Le plus 1 étant un stagiaire. On ne sait pas si un stagiaire est prévu ce jour-là, ni si l'équipe concernée disposait d'un stagiaire dans ses effectifs. Auquel cas, si pas de stagiaire, l'effectif prévu normal serait de 5, et non 6. À savoir que le stagiaire en plus 1 n'est pas nécessairement capable d'armer tous les postes, puisqu'il est justement encore en formation sur certaines positions. D'où le fait qu'on considère que c'est un plus 1 et non pas un numéro 6. Visiblement, un contrôleur de renfort était prévu en 6e contrôleur que le chef tour a pris la décision de ne pas faire monter. C'est une décision de chef tour, je ne rentre pas dans ce détail. La responsabilité du chef tour, dans le rapport, le BEA pointe du doigt le fait que les chefs tours s'arrogent le droit de faire monter moins de contrôleurs que ce que prévoit le MANEX et les consignes. Alors, sans entrer dans un débat polémique, il faut savoir que le chef tour est responsable d'adapter l'armement des postes en fonction du trafic prévu. Mais le reproche fait par le BEA est que ça a été fait la veille, laissant entendre une dérive de ne pas respecter les consignes. Alors cette latitude est justement permise parce qu'il y a toujours une nécessité d'adapter un trafic qui est variable tout au long de l'année. Sur certains terrains, quand la météo est tellement exécrable qu'aucun avion VFR ne peut voler, est-il nécessaire de garder la totalité de l'effectif à rien faire? La question peut se poser. Il est bien entendu nécessaire d'avoir un effectif suffisant pour le travail prévu tout en gardant une marge de sécurité en cas d'imprévu. Et ça, c'est au chef tour de jauger et de prendre ses responsabilités sur le sujet. Je suis totalement d'accord qu'il ne doit pas y avoir de dérive. Et le BEA est dans son rôle de pointer du doigt cela. Mais cela ne doit pas occulter les autres facteurs contributifs, ni même les causes réelles de cet incident, à savoir la surcharge imprévue et brutale du contrôleur, qui n'a pas pu détecter la nécessité de dégrouper, ce qui a abouti à une erreur dans la gestion de la barrette de piste. La barrette de piste, parlons-en. Là encore, c'est un point fondamental de l'incident qui n'est pas suffisamment identifié par le BEA, même s'ils en parlent sur la méthode de travail. On nous explique la procédure qui est, quand on aligne un avion sur la piste, on place le strip sur la barrette de piste. Force est de constater que l'on aurait pu se poser la question du pourquoi le contrôleur ne l'a pas fait. Pourtant, c'est une action réflexe et mécanique qui n'a pas été réalisée par le contrôleur en poste. Et c'est clairement dit et c'est reconnu. Quand il est revenu à l'Airbus,
Le DR400 était sorti de son schéma mental et si le strip avait été bien positionné sur la barrette piste, il se serait aperçu que l'avion était encore sur la piste, ou au moins, il aurait cherché plus précautionneusement l'avion sur la piste avant d'autoriser l'Airbus à l'atterrissage. Le but n'est pas de dire que le contrôleur a mal fait. Oublier cette action est la conséquence de la surcharge des VFR, ce qui montre que le dégroupement aurait été nécessaire. Mais c'est tellement facile de le dire après coup, quand ça n'était pas nous. Donc, je ne me permettrai pas d'enfoncer le contrôleur. Pourtant, c'est une question à laquelle aurait dû répondre l'enquête du BEA, car c'est justement une barrière de sécurité qui vient en complément du balayage visuel de la piste. Le balayage visuel de la piste. Dès le début de ma carrière dans l'armée, on m'a toujours dit de balayer visuellement une piste avant d'autoriser un décollage ou un atterrissage. C'est devenu une mécanique car c'est une méthode essentielle pour assurer la sécurité. La barrette de piste vient en complément. Pourtant, le contrôleur n'a pas vu l'avion sur la piste. Et la contrôleuse affirme aussi ne pas l'avoir vu tout de suite. Ce qui peut paraître inconcevable pour le public de ne pas voir un avion sur une piste alors qu'on est dans une tour de contrôle. Et pourtant, c'est une réalité bien crédible. Pour cela, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue bien avant que je sois contrôleur aérien, lorsque j'étais tout jeune pilote d'aéroclub avec très peu d'expérience, il y a bien longtemps. Quand j'étais au point d'arrêt prêt au départ, le contrôleur m'avait dit « rappelez prêt au départ ». À l'époque, ce terme « prêt au départ » était utilisé en disant « remontez piste 27, alignez-vous et rappelez prêt au départ ». Comprenant implicitement que je peux pénétrer sur la piste, j'ai donc remonté la piste. Je me suis aligné et quand j'ai fini l'alignement, j'ai vu un petit ULM se présenter en face, en finale, dans l'autre sens de la piste, et le contrôleur qui l'a autorisé à l'atterrissage. J'ai rien dit. Ne sachant pas ce que ça impliquait, je me suis dit peut-être que le contrôleur, il peut poser un avion. Je ne savais pas qu'une piste doit être libre sur toute la longueur à l'époque. La piste faisait plus de 2000 mètres, aucun risque qu'il arrive jusqu'à moi, l'avion s'est posé court et a dégagé sur la première bretelle. Il n'a absolument pas vu non plus sur la piste. Quand je me suis annoncé ensuite au contrôleur que j'étais aligné, il m'en a passé une bonne. Comme je lui ai dit, vous m'avez dit de rappeler prêt. Voilà. Bref, le contrôleur avait certainement balayé la piste, mais voir un petit avion à 2 km de distance de la tour n'est pas toujours une chose aisée. Dans le cas de Bordeaux, le seuil de piste n'était pas très éloigné, mais plusieurs détails qu'aurait dû investiguer le BEA peuvent expliquer l'absence de détection visuelle. D'abord, le petit avion blanc était aligné sur la portion de piste où se trouvent des bandes blanches, ce qu'on appelle les peignes, en début de piste. L'avion, depuis la tour, a très bien pu être confondu dans des bandes blanches, ce que dit d'ailleurs le rapport. Mais un autre détail n'a pas été relevé. Le terrain de Bordeaux est-il coutumier d'avions légers de ce genre ? Je ne sais pas. La majorité du trafic est composée d'avions plus gros. Ça peut être aussi une explication dans le manque d'habitude ou d'accoutumance des contrôleurs à déceler des petits avions. Mais si le contrôleur n'a pas vu l'avion, pourquoi l'équipage de l'Airbus ne l'a pas vu non plus ? Comme pour le contrôleur, le DR400 pouvait être confondu avec le marquage blanc de l'entrée de piste. C'est un point soulevé dans le rapport et le copilote d'EasyJet indique avoir vérifié la piste mais n'a rien vu. Pourquoi ? Deux autres explications possibles qui ne sont pourtant pas étudiées dans le rapport. D'abord, le pilote, quand il balaye une piste, il cherche généralement à partir de la zone du toucher des roues. Qu'il vise, c'est la zone qui est située à 300 mètres du début de piste. Et donc, il ne regarde pas forcément ce qu'il y a en tout début de piste. Il regarde 300 mètres au-delà du début de piste. Mais pas seulement. Il est possible qu'il ne voyait pas non plus le début de piste depuis sa position dans le cockpit. Cette explication, je la dois à Patrick Blely, qui a des milliers d'heures de vol sur A320. Déjà, il aurait fallu s'assurer que le pilote avait correctement réglé la hauteur de son siège par rapport à un repère qui est situé dans le cockpit. Aucune allusion à ceci dans le rapport du BEA. Ensuite, le profil d'atterrissage de l'A320, qui peut avoir eu un impact sur la visibilité du seuil. Ça, c'est un détail très intéressant que m'a donné Patrick Blely.
En configuration d'atterrissage flaps full, c'est-à-dire tout volet sorti, l'avion a le nez qui pointe davantage vers le bas, offrant ainsi une vue relativement dégagée de toute la piste. Cependant, les procédures compagnie visant à suivre des profils d'atterrissage plus économiques en carburant recommandent de poser ce qu'ils appellent en flaps 3, c'est-à-dire avec un niveau de flaps moindre. Or, dans cette configuration, ce que Patrick Bailly m'a appris, l'avion n'a plus un nez vers le bas, mais un nez bien plus cabré, qui aurait pu limiter la vue du seuil de piste. Or, le rapport du BEA ne donne aucune précision sur le profil de finale de l'Airbus. Pourtant, ça pourrait être un facteur contributif aussi. Je vais parler maintenant de la maîtrise de la langue anglaise par le pilote du DR400. Il y a pourtant une recommandation qui aurait pu être faite par le BEA et qui ne l'a pas été. Qui a sauvé la situation dans cet incident ? Le pilote VFR a eu la présence d'esprit de rappeler qu'il était sur la piste. Sans son action, le contrôleur n'aurait pas eu le réflexe de faire remettre les gaz à l'Airbus. Ce pilote a certainement sauvé sa vie et celle des occupants de l'Airbus, mais il a surtout aidé le contrôleur à se rendre compte de son erreur. Il faut saluer ce geste, qui montre que la sécurité est l'affaire de tous. On peut tous faire des erreurs. Pilotes, contrôleurs, mécaniciens, on est tous humains. La sécurité, c'est un travail d'équipe, où l'on doit se surveiller mutuellement dans l'intérêt de la sécurité. Mais là où je veux en venir, c'est comment le pilote s'est rendu compte de la possible erreur du contrôleur. Parce qu'il a compris le message qui était en anglais. Donc la maîtrise de la langue anglaise par le pilote VFR a contribué à créer une boucle de rattrapage de sécurité. Pourquoi le BEA n'a-t-il pas relevé cet élément fondamental qui a permis de sauver la situation ? Si on avait eu affaire à un pilote qui ne maîtrisait pas l'anglais, cette boucle n'aurait pas fonctionné et on aurait potentiellement eu un accident. Merci à ce pilote. En conclusion, comme vous avez pu le constater, les choses sont loin d'être aussi évidentes que ce que les conclusions du BEA peuvent laisser entendre. Au lieu de critiquer la population des contrôleurs comme cela a été repris assez durement dans les médias, il est important de savoir lire entre les lignes de ce rapport, mais surtout d'avoir une vision de contrôleur sur cet incident, pour identifier les causes réelles, ainsi que les facteurs contributifs dont on ne parle pas. Ne faudrait-il pas y voir une méconnaissance ou un manque de culture du BEA du métier de contrôleur aérien ? Probablement. Lors de cette enquête, à ma connaissance, il n'y avait pas d'enquêteur qui était contrôleur aérien au BEA. Pourtant, c'est un métier très particulier, difficile à évaluer quand on ne connaît pas certaines contraintes de ce métier. Fort heureusement, il semblerait qu'un contrôleur soit prochainement affecté comme enquêteur au BEA, et je pense que c'est une très bonne chose. Au-delà des critiques du métier de contrôleur dans les médias, il faut savoir qu'il y a actuellement des négociations assez tendues entre contrôleurs et la direction, notamment en ce qui concerne l'évolution des effectifs, des statuts et plus récemment l'encadrement des droits de grève. Et je n'irai pas sur ces terrains-là pour la simple et bonne raison qu'il y a des syndicats pour cela et que je ne maîtrise pas suffisamment ces sujets. Et puis de toute façon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je considère que contrôleurs et enquêteurs du BEA ont et doivent avoir un objectif commun qui est la sécurité aérienne et l'amélioration constante de celle-ci. On doit continuer à travailler ensemble et pour cela, il faut se parler. Il faut apprendre à se connaître. De la même manière que les pilotes ne connaissent pas toujours le métier de contrôleur ou que les contrôleurs ne connaissent pas toujours le métier de pilote. On doit améliorer le partage de connaissances contrôleurs-enquêteurs du BEA. On a tout à y gagner à travailler ensemble et de manière intelligente. Raison pour laquelle il faut regarder au-delà de ce simple rapport. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker et je vous dis à bientôt.